Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler d'objectifs long terme. On va voir comment enseigner les compétences utiles et nécessaires à long terme à nos enfants neuroatypiques. En tout cas, je vais vous donner ma vision. J'ai envie de vous parler d'objectifs long terme parce que je sais que souvent, quand on est un parent d'enfants neuroatypiques et que le quotidien est difficile et que c'est la détresse au quotidien, et bien du coup, on cherche des solutions court terme, des solutions tout de suite. Et c'est bien normal parce que c'est difficile, mais souvent on a peut-être un petit peu trop tendance à se focaliser sur le court terme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous aider à vous reconnecter à une vision long terme et aux objectifs long terme. Qu'est-ce qu'on veut au long terme pour nos enfants neuroatypiques? Je vais vous donner mon exemple avec mon enfant autiste. Mes objectifs à long terme, ce que j'aimerais vraiment pour lui à long terme, c'est d'une part qu'il s'accepte et qu'il s'aime tel qu'il est. Aussi qu'il ait une bonne connaissance de son fonctionnement atypique, qu'il se connaisse très très bien, qu'il connaisse ses besoins particuliers et ses limites, qu'il sache répondre à ses besoins, qu'il sache respecter ses limites aussi et aussi poser ses limites à son entourage. Par exemple, si ça lui fait trop, qu'il est trop fatigué, on sait que dans l'autisme, il y a une grande fatigabilité. Enchaîner les événements sociaux, par exemple, c'est très difficile, ça génère une grande fatigue. Et enchaîner aussi les situations avec un environnement sensoriel très stimulant, ça peut être très compliqué aussi. Et bien, du coup, dans cette optique-là, j'aimerais qu'il soit capable de décliner certaines invitations pour respecter sa fatigabilité, pour respecter son propre rythme, qu'il soit capable aussi, par exemple, de demander le télétravail à un employeur, si ça lui fait trop d'aller tous les jours, à temps plein au bureau, par exemple. Voilà, ce sont des petits exemples. J'aimerais vraiment qu'il soit capable, de cette manière-là, de poser ses limites à son entourage, qu'il ne cherche pas à faire trop pour se conformer, pour rentrer dans un moule, répondre aux attentes des autres, qu'il ne cherche pas à faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour répondre aux attentes des autres. Et tout ça, en fait, c'est prendre soin de soi au quotidien, finalement. Donc, j'aimerais qu'il apprenne à prendre vraiment soin de lui au quotidien en prenant en compte ses particularités. Et ça, clairement, entre parenthèses, il l'intégrera mieux si je l'incarne moi-même d'abord, s'il me voit prendre soin de moi au quotidien aussi. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça revient souvent, donc ça fait pas de mal comme petit rappel. J'aimerais aussi vraiment qu'il sache s'autoréguler au mieux. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, s'il se sent mal, qu'il ait des stratégies pour faire face, sans avoir des réactions qu'il regretterait ensuite envers son entourage, par exemple. Qu'il soit capable d'anticiper au mieux ces crises. Ça ne veut pas dire qu'il y en aura plus jamais, mais qu'il puisse les prévenir au maximum. Que si jamais ça arrive quand même, eh bien qu'il ait des stratégies à mettre en place quand même, des stratégies de libération saine des tensions, par exemple, donc comme je disais, sans faire de mal aux autres, des stratégies d'apaisement, qu'il sache quoi faire pour se faire du bien, pour se sentir mieux. Et surtout, surtout en amont, je disais, qu'il sache comment prévenir au maximum les situations de détresse, de crise, de fatigue, etc. Et donc ça passe par ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire connaître ses besoins et limites, savoir les respecter et les faire respecter aussi à l'entourage. Ça passe aussi par une bonne connaissance de son fonctionnement. Forcément, comme tout parent d'enfant autiste, j'aimerais aussi qu'il développe des compétences d'habileté sociale, pas pour se conformer aux attentes des autres ou à une certaine image qu'on attendrait de lui, mais plus pour qu'il puisse entretenir de belles relations avec les autres, pour qu'il puisse, entre guillemets, s'en sortir dans les relations sociales, même si c'est challengeant, même si c'est pas facile toujours, même si ça peut être très fatigant. Mais voilà, qu'il puisse quand même se débrouiller, entre guillemets, en termes d'interaction sociale, dépasser certaines difficultés pour avoir de belles relations avec les autres et puis aussi faire comprendre ses besoins, choisir son entourage pour qu'il s'adapte à ses particularités aussi, évidemment, je ne dis pas que c'est à lui de s'adapter à 100 à tout, tout le temps. Ça veut aussi dire communiquer ses besoins, ses limites à l'extérieur, encore une fois, pour qu'ils en tiennent compte aussi dans leurs interactions avec lui, bien sûr. Mais voilà, qu'il puisse tout de même avoir certaines compétences sociales pour interagir avec des personnes neurotypiques et que ça se passe bien quand même. Voilà, c'est tout ce que je lui souhaite. Et pour moi, lui enseigner ça, ça passe forcément par un accompagnement dans le respect de qui il est et avec respect tout court en fait. C'est-à-dire que ça passe par de l'écoute, par du non-jugement, parce que comment il pourrait s'accepter tel qu'il est déjà s'il se sent jugé, s'il sent que nous-mêmes, ses parents, on ne l'acceptent pas tel qu'il est.
Ça passe par une confiance mutuelle. De toute façon, je pense que tout apprentissage ne peut vraiment bien se faire que dans le cadre d'une relation de confiance. Si on parle de l'apprentissage des compétences d'autorégulation, par exemple, comment ce serait possible ça avec un système punition-récompense, comme il est souvent préconisé? Alors, c'est pas forcément présenté comme ça, mais quand on utilise les renforçateurs, le time-out, etc., bah, finalement, ça en est. Et ça, c'est très, très préconisé pour les parents d'enfants neuroatypiques. Le time-out, il ne va pas apprendre l'autorégulation à notre enfant. Il va lui apprendre à refouler ses émotions. Il est rejeté quand il est en crise, donc quand il est en détresse. Il se sent mal, il est sous stress. Donc finalement, c'est la double peine puisqu'il est mal, mais au lieu d'être là pour lui, on va le rejeter parce qu'il n'a pas un comportement qui correspond aux attentes qu'on a de lui. Donc au passage, on lui envoie le message qu'il est mauvais, qu'il n'est pas capable, etc. Les renforçateurs n'apprennent pas l'autorégulation non plus. Si l'enfant a droit à un jeu vidéo parce qu'il a fait ce qu'on attendait de lui, il ne va pas comprendre pourquoi on attendait ça de lui, il ne va pas comprendre les raisons profondes, il ne va pas comprendre pourquoi il vaut mieux qu'il change tel comportement par tel autre comportement, parce que peut-être que le premier comportement faisait du mal aux autres, etc. On ne lui enseigne pas tout ça. Par exemple, si on lui dit, je dis n'importe quoi, on va au parc et si tu ne pousses pas les autres enfants, tu auras le droit à un cookie en rentrant, par exemple, ou une glace ou n'importe quoi, ou un jeu vidéo. Il n'y a pas de lien vraiment entre le jeu vidéo, le cookie et le comportement de l'enfant. Donc l'enfant va avoir du mal à comprendre le pourquoi du comment, pourquoi il devrait changer son comportement, à faire le lien entre tout ça. Alors que pourtant, lui expliquer ça, ce sont des très bons enseignements de compétences d'habileté sociale et souvent ça, on cherche à le développer chez ces enfants-là. Si on explique, tu vois, si tu lui demandes pardon, tu lui demandes de se pousser sur le côté plutôt que de le pousser parce que tu as besoin de passer, eh bien, du coup, l'enfant, il va se décaler et il sera content, ça se passera bien. Alors que tu as vu, si tu fais comme l'autre jour de le pousser par la force, eh bien, du coup, l'autre jour, est-ce que tu as vu qu'il a pleuré, qu'il a eu mal, qu'il se sentait pas bien, etc. Ou alors peut-être qu'il était en colère, ça l'a mis très très en colère. Voilà, on peut en reparler après quand il y a eu un événement comme ça. On peut débriefer. On peut parler aussi des conséquences naturelles qui ont découlé parce que souvent il y en a. Par exemple, l'enfant n'a plus voulu jouer avec lui après parce qu'il lui avait fait mal, par exemple. Ça, c'est une conséquence naturelle. Et du coup, on peut vraiment avoir des belles discussions qui vont lui enseigner plein de choses, qui vont aussi l'aider à comprendre ce qui a pu se passer pour l'autre enfant. Et ça lui enseigne aussi plein de choses. Avec un système de renforçateur, on passe à côté de tout ça, vraiment. Donc tout ce qui est time-out, renforçateur, etc., c'est du court terme en fait. Ça peut très bien fonctionner, vite et bien, à court terme, sauf que sur le long terme, on n'enseigne rien à notre enfant. On ne lui enseigne pas le pourquoi, le comment. Ça ne prend pas en compte aussi les besoins cachés derrière ces comportements. Pourquoi il pousse? Qu'est-ce qui est la cause de son comportement? Là, peut-être que dans mon exemple, c'était parce qu'il voulait accéder plus vite à un certain endroit, mais peut-être qu'il y a autre chose, peut-être qu'il y a des raisons sensorielles derrière aussi. Et à ce moment-là, on n'adoptera pas forcément la même réponse. Donc, prendre en compte les besoins profonds, ça me semble très, très important. Avec le système de renforçateur qui ne prend en compte que la surface, en fait, le comportement, bien, on ne comprend pas la cause et du coup, en plus, on ne peut pas l'enseigner à notre enfant, on ne peut pas l'aider à comprendre la cause de tel ou tel comportement qu'il a eu et du coup, les stratégies alternatives qu'il pourrait adopter à la place. Et donc, on passe à côté de cet enseignement à propos de son fonctionnement, de ses besoins, de ses limites aussi. Et on passe à côté aussi d'enseignements au niveau des habiletés sociales, comme je le disais, au niveau de la théorie de l'esprit. Vous savez, les enfants autistes ont des déficits au niveau de la théorie de l'esprit, c'est-à-dire qu'ils vont avoir du mal à comprendre les pensées, les émotions des autres, la cause de leurs agissements, etc., leurs intentions. Eh bien, quand on a toutes ces discussions-là après avec l'enfant, on lui enseigne plein de choses à ce niveau-là aussi. Donc, on l'aide à progresser à ce niveau-là aussi. Donc, c'est tellement plus enrichissant et tellement plus payant pour le long terme parce que ce sont ces compétences-là qui vont lui permettre ensuite de pouvoir être autonome plus tard, de pouvoir dépasser certaines difficultés. Et en plus, là, je ne parle même pas de la violence de ces systèmes pour l'enfant parce que du coup, il va se retrouver puni
parce qu'il n'a pas répondu à nos attentes. Et même si son geste était inadapté, même s'il a fait mal à quelqu'un, bien probablement qu'à ce moment-là, il n'a juste pas été capable de faire autrement. Donc, si on lui avait promis un renforçateur dans le cas où il n'est pas tel ou tel comportement, puis qu'il l'a quand même parce qu'il n'a pas réussi à faire autrement, il n'a pas pu se retenir, il n'a pas pu s'en empêcher parce que justement, peut-être qu'il n'a pas assez travaillé certaines compétences ou il ne les a pas assez intégrées parce que forcément, ça prend du temps. Et bien du coup, il se retrouve puni pour ça en étant privé de son renforçateur. Et je sais que certains pourraient dire que j'exagère parce qu'un renforçateur, ça n'a rien à voir avec une punition, etc. Mais en fait, si, pour un enfant qui s'est projeté, s'il s'est projeté sur son jeu vidéo, sur son cookie, ou sur un jouet avec tel jeu qu'il n'a pas le droit d'habitude, etc. Et puis que finalement, on lui dit, bah non, parce que comme tu as poussé tel copain, du coup, tu n'as pas le droit. Ça revient exactement à une punition. Et ce sera vécu violemment pour l'enfant qui pourra être très, très frustré. Et alors en plus, si c'est un enfant autiste, on sait qu'ils ont un grand besoin de prévisibilité. Et si on les prive de quelque chose qu'ils avaient anticipé dans leur tête, si l'enfant s'est imaginé jouer avec ce jouet qu'il s'est projeté, ce sera d'autant plus violent pour lui de ne pas pouvoir le faire. Ça va générer un grand stress, une grande détresse, parce que c'est comme ça que fonctionnent les personnes autistes. Elles ont besoin de prévisibilité et les imprévus sont très difficiles à vivre. Donc, c'est d'autant plus violent, en fait, pour ces enfants-là, ces systèmes-là. Donc, c'est assez paradoxal que ce soit ultra utilisé justement pour ces enfants-là. Et puis, en plus, moi, je trouve, je ne pourrais vraiment pas utiliser ça avec mon enfant. J'aurais vraiment l'impression de le dresser, quoi. C'est quand même une forme de dressage. S'il fait ce qu'on lui a demandé, il a sa petite récompense. S'il ne le fait pas, il ne l'a pas, voire, dans certains cas, il se retrouve isolé, puni, etc. J'aurais vraiment l'impression de le dresser, en fait, pour qu'il réponde à mes attentes et ça, c'est juste pas possible. Alors qu'il est vraiment possible de faire autrement et ça, je le sais, je le vois tellement avec mon enfant autiste donc comme je disais, il y a tellement, tellement de belles évolutions. Je vois comme il progresse chaque jour sur tout ça, sur la prise en compte des autres, dans sa relation avec les autres, dans l'autogestion de ses comportements, à cette fameuse autorégulation, de la mise en place de stratégies d'autorégulation, justement. Il a une très bonne connaissance maintenant de son fonctionnement, vraiment, même des fois, il épate les personnes de l'école et les professionnels qui l'accompagnent avec ça. Il s'autorégule de mieux en mieux, alors que quand on voit d'où on est parti, franchement, c'était inespéré. Il y a 3 ans, par exemple, c'était très, très compliqué. On a frôlé l'exclusion scolaire. Quand il voyait d'autres enfants, il y avait souvent beaucoup de violence. Du coup, les relations étaient compliquées. Il s'intéressait très peu aux autres enfants et quand il y avait des interactions, souvent, c'était conflictuel. Voilà, c'était vraiment difficile. Et aujourd'hui, l'école nous félicite pour son évolution. Les professionnels qui l'accompagnent nous félicitent pour son évolution. Il a des copains maintenant. Enfin, c'est assez incroyable quand même. Alors que voilà, avant, c'était pas du tout le cas parce qu'il y avait trop de gestes inadaptés, voire violents envers les autres. Et donc, du coup, ça pouvait pas se passer. Et tout ça, ça s'est fait vraiment sans renforçateur, sans punition, sans tout ça, juste avec de l'écoute, de l'observation, une fine connaissance de son fonctionnement pour respecter ses besoins au plus près aussi, et l'enseignement de ces fameuses compétences d'autorégulation. Et cette confiance mutuelle, ce travail en équipe, en fait, qu'on fait vraiment ensemble, que je fais avec lui. Je ne vais pas essayer de mettre en place des stratagèmes pour lui faire tel ou tel comportement, sans lui expliquer les tenants et aboutissants, etc. Ça va vraiment se faire ensemble, en équipe, basé sur la confiance mutuelle. Et ça change tout, je pense, et c'est tellement plus solide sur le long terme. Donc pour moi, cette façon respectueuse d'accompagner son enfant neuroatypique, elle est tellement plus belle et tellement plus payante sur le long terme, comme je disais, tellement plus payante sur le long terme pour le développement de compétences essentielles à l'enfant, vraiment, je pense, et qui lui seront utiles vraiment toute sa vie, et aussi tellement plus belle et plus douce à vivre au quotidien, puisque forcément, on réduit les conflits, on sort du rapport de force, on nourrit le lien, on prend soin de la relation pour vivre heureux ensemble, en fait, parce que c'est bien le plus important et c'est possible, même avec la différence, même avec le neuroatypisme, etc. Cette façon d'accompagner son enfant, même neuroatypique, c'est vraiment ce que j'enseigne à mes clientes au sein du Cercle des mères d'enfants extraordinaires. Donc, c'est un programme d'accompagnement personnalisé en groupe sur 8 mois, destiné en particulier aux mères d'enfants autistes et aussi aux mères d'enfants TDAH.
Ce programme est sur le point de rouvrir ses portes. Là, c'est vraiment imminent. Ce sont les derniers jours pour s'inscrire sur la liste d'attente. Donc, je vais vous mettre le lien en dessous pour vous inscrire sur la liste d'attente si vous vous sentez appelé. Ça n'engage à rien, mais les personnes inscrites auront un accès en avant-première à l'ouverture des inscriptions, recevront toutes les informations, comme ça vous êtes sûr de ne rien manquer, et en plus auront quelques avantages, bénéficieront d'un bonus exclusif, etc. Donc, je vous mets le lien en dessous. N'hésitez pas à vous inscrire. Et aussi, je voulais vous dire que on va parler justement de stratégie d'autorégulation dans une formation offerte que je vais donner en live très bientôt, là, d'ici quelques jours, du 29 septembre au 2 octobre. C'est offert, vous pouvez vous inscrire via le lien, l'autre lien que je vais mettre sous la vidéo, et on va parler des crises et des comportements débordants des enfants neuroatypiques, comment accompagner et prévenir les crises et comportements de votre enfant neuroatypique. Je vais donner plein de valeurs, des enseignements, des clés de compréhension vraiment importantes, je pense, des choses qui me servent à moi, qui m'ont beaucoup aidé moi-même avec mon fils quand je les ai découvertes. Et puis aussi des outils, des tips, des choses concrètes que vous pourrez mettre en place chez vous concrètement pour améliorer votre quotidien avec votre enfant neuroatypique. Donc vraiment, si vous êtes concerné, je vous invite à vous inscrire via le lien en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.